fleur, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, donc je trouve qu'on peut y mettre plein de messages derrière. Bonjour, vous écoutez dans le carnet d'une wedding planner, le podcast des futurs mariés. Nous, c'est Amandine de l'Amand & Co. Et si vous envisagez de vous marier ou si vous connaissez des gens en phase de lettres, vous êtes au bon endroit. À l'intérieur de ce podcast, on vous donnera nos conseils pour organiser au mieux votre mariage. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous suivre sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur notre site internet de l'Amand & Co. À notre micro, nous recevrons aussi les professionnels du mariage qui vous parleront de leur métier, de leur fonctionnement, pour que vous appréhendiez l'organisation de votre mariage sans stress et dans la bonne humeur. Alors, pour faire suite à notre article sur la décoration, si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez mettre le podcast en pause et rendez-vous sur le blog pour le lire. Et on vous retrouve après, nous on ne bouge pas. Donc en fait, on voulait surtout appuyer nos propos par une experte et pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui vous êtes plus de 10 000 à la suivre sur Instagram. Il s'agit d'Alice de l'Atelier Nomade. Bonjour Alice. Bonjour Amandine. Bonjour Amandine. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es et qui est l'Atelier Nomade? Alors, donc, moi, je suis Alice. Je suis fleuriste depuis maintenant 12 ans et j'ai créé l'Atelier Nomade il y a 3 ans. Avec vraiment l'envie, je pense que le nom est très important parce que vraiment la première envie c'était de bouger et je savais pas encore forcément à ce moment-là ce que je voulais vraiment faire. J'avais plusieurs idées dans la tête, c'est comme c'est souvent le cas d'ailleurs, et je me suis dit par contre il y a un point central, c'est que je veux que ce soit nomade. Et du coup c'est devenu l'atelier nomade. Et j'avais vraiment envie d'adapter la fleur à des lieux, à des objets, à des décors. Et en fait, vraiment, ce qui me plaisait dans ce concept-là, c'était de partir à l'inverse de quand on travaille en boutique, c'est-à-dire pas créer quelque chose et ensuite pouvoir l'adapter à un lieu, plutôt partir du lieu et adapter quelque chose en fonction. Et ce principe-là était vraiment super important pour moi parce que je trouve que c'est hyper frustrant des fois de faire des bouquets qu'on trouve très jolis. Et puis, il y a des fois, on les retrouve chez les clients, le vase ne va pas, l'endroit ne va pas, et il y a un petit côté un peu décevant et un peu frustrant. Donc l'atelier nomade, on prend la chose à l'inverse. Et j'ai vraiment voulu créer quelque chose avec des lignes très naturelles, parce que ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, même déjà à l'époque en boutique. J'avais horreur des feuilles pliées, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait quand même pas une visibilité qui est la même qu'aujourd'hui sur le travail floral. Je pense que le travail floral est beaucoup plus mis en avant aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé, on était encore sur du bouquet bien rond, bien strict, bien maîtrisé. Et moi, j'avais vraiment envie de plutôt laisser la nature s'exprimer par des lignes, par des couleurs, mais quelque chose de spontané. C'était le but. Du coup, j'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est quelle est la différence entre finalement le travail que tu faisais en boutique et le travail aujourd'hui finalement de l'atelier en tant que tel? Alors, le travail de l'atelier, il va vraiment se concentrer sur 3 éléments, c'est-à-dire c'est une rencontre entre le fleuriste, bien sûr, le client avant tout, c'est-à-dire qu'on crée pour quelqu'un, et un lieu. Et c'est vraiment dans la recherche, on ne fait pas la recherche du tout de la même façon parce qu'on va chercher à savoir qui est la personne en face. Ça va être vraiment personnalisé, c'est-à-dire que ce que je vais faire pour cette personne sera jamais la même chose que je ferai pour une autre personne. Et donc, il y a ce côté vraiment sur mesure et adapté à l'événement, à la situation, et pas quelque chose qui va venir se greffer à un événement sans avoir pris en compte tous les détails. Et donc, même dans le processus, on est sur quelque chose d'assez différent. Je parle déjà beaucoup avec mes futurs clients. J'essaie vraiment de savoir un petit peu qui ils sont, ce qui les anime. Quand j'ai la chance d'avoir un profil Instagram visible, je vais voir un petit peu le style des photos, savoir vraiment qui est cette personne. D'accord. Et donc ça, c'est différent.
Et justement, tu parlais du lieu finalement tout à l'heure. Ça regroupe avec ma deuxième question qui me vient. C'est de dire effectivement, tu adaptes forcément la presta en fonction de la personne, de ce qu'elle aime, de qui elle est, etc. Mais tu as mis l'accent quand même pas mal sur le lieu en fait. Donc ça veut dire que tu mets en place quasiment tout de suite ou très rapidement les visites sur le lieu pour adapter un peu la déco florale finalement? Alors, moi, je regarde déjà le lieu. Je regarde le lieu, alors pas forcément en réel, parce qu'au début, on ne sait pas ce qui va en être et on vend quand même un projet visuel. Donc, je trouve qu'il faut déjà voilà, montrer un peu ce qu'on va faire, mais je ne peux pas me permettre non plus d'aller tout le temps sur le lieu. Par contre, je regarde énormément les photos sur les sites. Il y a des lieux que je connais déjà, ça c'est l'avantage, donc ça c'est plus Ouais. simple. Mais je regarde énormément les photos voilà, qui sont disponibles en ligne. Si ce n'est pas le cas, je demande aux clients si, par exemple, si dans un jardin, etc., je demande aux clients la photo du jardin. J'essaye vraiment d'avoir connaissance. Je ne fais jamais une proposition sans avoir connaissance du lieu. Ça, c'est sine qua non. Est-ce que tu aurais trois fun facts à nous donner sur 3? Oui, je pense que j'en ai. L'événementiel, en plus, en regorge. Ouais, j'ai déjà fait un bouquet pour Morgan Freeman. Je pense qu'il ne s'en souvient pas forcément, mais moi, je m'en souviens parce que je m'étais mis une pression de dingue. Et la grande question, c'est quoi Morgan Freeman en fleurs? Et alors là, vous avez 3 heures. Voilà la dissertation. Donc ça, c'était vraiment un événement marquant parce que c'est quand même voilà, un acteur de dingue avec un charisme de dingue et à la fois, c'est un homme. Donc voilà, faire un bouquet pour un homme, c'est encore un plus gros défi, je trouve, que pour une femme. Wow. Et c'était à quelle Voilà. occasion? Et là, alors c'était, je pense qu'il venait sur Paris, je ne sais pas si c'était pour un tournage ou quoi, et c'était son équipe en fait qui voulait agrémenter sa chambre d'hôtel. Donc, je ne sais pas qui était cette personne directement. Elle m'a quand même fait comprendre que c'était pour Morgan Freeman, histoire de me mettre un peu la pression. Et voilà. Mais ça a été assez dingue. Assez dingue. Et là, une autre anecdote, sinon, c'est que régulièrement, les fleurs étant un produit frais et qu'on ne peut pas faire énormément en avance sur les très gros projets, il m'arrive de dormir sur les lieux de prestation. Donc, je me ramène généralement avec mon matelas gonflable, ma brosse à dents. Et ouais, notamment c'est arrivé plusieurs fois sur des décorations de magasins, de boutiques éphémères où il fallait faire un gros travail au niveau photocall, etc. Et ça me faisait toujours délirer parce que le soir même, j'étais avec mon matelas là, comme une pauvre petite. Et ensuite, je voyais toutes les filles méga pomponnées, etc. Et sur le même lieu, les photos Instagram. Et je me disais, mais il y a 6 heures avant, j'étais là avec mon matelas. Quoi. Ça avait un petit côté assez drôle. Quoi. Et je pense que ça réarrivera parce qu'on est dans le dernière minute. Et voilà, donc on essaye de le faire discrètement quand même. On ne sait pas forcément envie d'être avec le matelas comme ça. Mais bon, c'est toujours des souvenirs un peu dingues. Et le troisième truc, c'est que, bon, ça, c'est un peu la révélation. Quand je venais de commencer, je n'osais pas dire que mon agenda était vide, forcément, comme toute personne qui commence. Ouais. Et du coup, je me vois refaire semblant que je regardais les dates. Et j'avais mon conjoint qui me regardait à côté, qui rigolait, mais et je tournais parce que j'étais encore une fille assez en mode papier, donc je poussais le vis jusqu'à faire des bruits de feuilles. Pour faire genre, je regardais sur mon agenda. Oui, non, c'est bon. Parce que je suis Mais bon, voilà, je me disais. Ouais, je suis hyper bookée. Et non, faut quand même que je vérifie parce que c'est pas dit. Donc voilà, bon, maintenant je suis vraiment bookée. Mais au début, quand on commence, on n'a pas forcément
l'agenda rempli, et ce qui est normal, hein, donc on fait comme on peut avec les armes qu'on a, mais ça c'est la petite confidence, mais je l'assume, voilà, c'est pas méchant. Mais oui, mais on l'a tous fait, donc c'est. C'est pour ça, je pense juste que j'ai peut-être l'honnêteté de le dire. Je pense C'est que clair. Des vrais fun facts, c'est trop bien. voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, beaucoup. Ouais. C'était ouf. Je me suis dit, on a tellement de choses à raconter, et il y aurait un livre à écrire, franchement, Oui, mais presque. sur Ouais. l'événementiel. Entre la boutique et effectivement l'atelier, tu te dis, oh, waouh. On vit des aventures extraordinaires, dans tous les sens du terme. Mais on va peut-être y revenir du coup, parce que maintenant que les présentations sont faites, on compte un peu sur toi maintenant pour nous éclairer sur les questions un peu récurrentes que les mariés peuvent nous poser. T'es prête? Ouais. Je suis prête. Allez, donc là, on va plutôt essayer de se dire, ok, on a un mariage qui a été signé, tu as vu le lieu, etc. Et combien de temps avant le jour J, un couple doit te contacter et valider sa décoration florale? Alors, ça dépend un petit peu des dates, mais sur la haute saison, on va dire, je pense qu'1 an avant, c'est bien. Trop de temps avant, les idées changent. Il y a des envies, les envies ont trop le temps d'évoluer. Il y a toujours des nouvelles choses qu'on va voir. Donc, c'est assez dur de graver quelque chose un peu dans le marbre. Mais 1 an avant, c'est bien pour la première prise de contact, en tout cas pour ma part. Ça me laisse le temps à la fois de prendre connaissance des clients, de savoir leurs attentes, sans être non plus dans le speed, et sans non plus avoir un delta de temps trop long où les envies changent et il y aura 1000 modifications. Je pense que ça, et à la fin, on s'y perd. Donc 1 an avant, c'est bien. Après, si c'est sur des périodes un petit peu plus calmes, je pense à des mariages en hiver, là, 4-5 mois avant, c'est bien. Ça suffit. D'accord. Et au vu de ce que tu disais justement en intro, c'est que c'est intéressant quand même aussi, pour pas dire incontournable, d'avoir aussi le lieu identifié pour toi. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, c'est le point de départ de toute décoration, c'est d'avoir le lieu. Et si le lieu, on l'attard, et il faut contacter le fleuriste plus tard. Enfin, après, pour moi, c'est vraiment le point central. Okay. Alors, quel conseil en fait tu donnerais à des futurs mariés qui connaissent vraiment rien en fleurs et en déco? Un conseil, un truc de base en fait sur le mariage des couleurs, des matières. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir quand ils se lancent un peu dans la déco de leur mariage? Alors, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'il y a en gros 2 éléments assez importants. C'est définir une matière pour avoir un premier fil conducteur. Et cette matière, pour moi, elle doit ne pas être en incohérence avec la salle. C'est-à-dire que si vous avez une salle qui est complètement métallique, par exemple, je pense à une orangerie, partir sur du bois, il y a quelque chose qui me dérange. On va être sur quelque chose d'incohérent. Et ça, ce sera le premier fil conducteur. Et le deuxième, je dirais définir une couleur. Voilà, ça peut être celle que vous voulez, mais tenez-vous-en. Définissez une couleur qui sera non pas présente partout, parce que ça ferait beaucoup trop, voilà, mais la couleur que vous voulez qui ressorte. Et à partir de là, si vraiment vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas les moyens d'embaucher quelqu'un aussi pour une scénographie complète et totale, ce qui est souvent le cas, et c'est complètement OK, partez plutôt sur des bases neutres. C'est-à-dire, vous vous tromperez rarement en mettant des belles nappes couleur lin. Ça passe, ça sera toujours réussi. Vous mettez quelle que soit la couleur dessus, ce que je veux dire, c'est que ça ressortira bien. Pareil pour la vaisselle, restez sobre dans ces cas-là. Et moi, j'aurais même un dernier conseil, parce que ça, je pense qu'on n'y pense pas souvent quand on est futur marié, qu'on choisit sa salle et qu'il y a vraiment un rapport, pour le coup, avec la décoration. Regardez les chaises du lieu de réception, parce que certes, ça paraît juste un élément utile, mais les chaises, quand vous en avez 150,
elles font partie intégrante du décor. Donc vraiment faire attention aux chaises, rester sur des bases neutres pour être sûr de ne pas se tromper et ensuite définir sa couleur et sa matière que vous voulez faire ressortir. Allez vraiment sur des valeurs sûres et à la limite, amusez-vous peut-être plus, je ne sais pas, sur des marque-places, sur des détails. Mais pour le gros, restez sur des valeurs sûres quand on n'a pas forcément une âme ultra créative. Ça sera toujours joli. Par rapport au jour J, notamment, là, on revient un peu plus sur toi et sur ton orga, à savoir un peu comment tu t'organises. Tu as besoin de combien de temps pour tout installer? Alors, justement, tu avais l'anecdote intéressante par rapport au matelas, mais espérons que ce ne soit pas le cas comme ça tout le temps, encore peut-être moins pour un mariage, je suppose, plus que pour un événement privé. Mais tu as besoin de combien de temps? Oui, non. Combien dans l'équipe, tout ça? Alors, ça dépend beaucoup du type de mariage. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours préparer tout ce qui est composition à poser à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, je ne fais pas sur place et qui sont prêtes. Par contre, tout ce qui est arche, je peux éventuellement les verdurer, donc mettre la verdure, le feuillage, la forme globale vraiment en amont, mais tout ce qui est fleurissement, je suis vraiment obligée de le faire sur place. Donc, j'ai envie de dire, plus j'ai de temps, plus à l'aise de possibilités. Et d'ailleurs, c'est une question que je demande au premier entretien, c'est-à-dire à quelle heure les prestataires peuvent accéder au lieu. Parce que de là va définir aussi et va découler ce que je vais pouvoir proposer ou pas. Si je sais que voilà, j'ai 2 heures sur place, concrètement, on va aller vraiment à l'essentiel. On va aller que sur des choses préparables en amont parce que ce ne sera pas possible d'envisager ou des suspensions ou une arche de cérémonie vraiment un peu dingue. Voilà, ce ne sera pas possible. Donc, généralement, moi, dans l'idéal, c'est de pouvoir arriver, en gros, avoir 6 heures sur place. Ça me laisse le temps de pouvoir faire le déchargement, de prendre connaissance aussi des équipes sur place quand ce n'est pas déjà fait, si c'est le traiteur, etc. Pouvoir aussi s'organiser avec les autres prestataires parce qu'on est plusieurs à se superposer souvent en même temps. Donc, et pas faire le truc en mode je cours et je fais juste mon travail et tant pis pour les autres, ça, c'est pas possible. Donc, 6 heures, c'est vraiment ce qui est le mieux, on va dire, le plus confortable pour moi. Après, si c'est plus, c'est plus. Hein. De toute façon, plus j'ai de temps, plus on peut faire de choses. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous me dites 3 heures, là, je vais vous dire, on va revoir un petit peu certaines choses. Quoi. Ça va être, on ne pourra pas faire totalement la même chose, surtout que le temps passe très, très vite en installation. Ouais. Trop vite même à chaque fois. Alors, on reste un peu dans tout ce qui est déco générale. Pour toi, une décoration de table harmonieuse, qu'est-ce que tu mettrais? Alors, moi, je mettrais déjà un beau nappage. Je trouve que ça commence par là avec une nappe assez quali. Moi, je reviens sur les tons lin. Pour moi, voilà, ma table intemporelle, entre guillemets, c'est des chaises en bois bistrot crossback, un beau nappage lin qualitatif et des compositions assez allongées, épurées, élégantes. Des bougeoirs vraiment, je mettrais même du transparent, quelque chose de très pur et de très fluide en fait. Faut que ça soit, pour moi, il faut que ça soit vraiment fluide. Et plutôt aller chercher des assiettes, pour le coup, dans des matériaux un peu bruts, avec un aspect un peu artisanal. Je trouve que c'est un mélange qui me parle. Après, ça peut être aussi sur une table brute. J'aime beaucoup tout ce qui est sur les tables en bois, assez brutes. Ça a du charme. Mais il faut que ça raconte une histoire. Il faut que qu'on soit un peu transporté dans un autre, dans un univers, dans une sensation, et que ce soit doux, et que ce soit léger. C'est joli, c'est romantique, ça transporte, c'est cool. C'est ça. Écoute, on va passer à un point un peu sans transition avec ce que tu viens de dire forcément, mais là, on passe sur une notion un peu truc et astuce.
Des questions pareilles qui nous reviennent et pour le coup qui sont intéressantes quand même, c'est de se dire, pour toi, quelles seraient les astuces pour garder le plus Ouais. longtemps son bouquet de mariée après le jour J? Alors peut-être que ça va dépendre des fleurs, tu vas me dire, mais il y a peut-être des trucs… Alors déjà, c'est de prévoir, parce que même si vous voulez faire sécher le bouquet de mariée, vous ne pouvez pas faire sécher un bouquet de manière jolie s'il a déjà complètement soif. Donc ça, c'est penser qu'on va juste laisser le bouquet sans eau comme ça tout de suite et ça va sécher d'une belle manière. Ça, c'est faux. Donc moi déjà, alors ce que je fais moi quand je livre le bouquet de mariée, j'ai fait faire des espèces de gobelets en plastique, mais rigides, pour pouvoir en fait servir de vase, mais de vase non fragile, c'est-à-dire de vase que vous pouvez jeter l'eau, mettre dans le sac à main, vous n'avez pas peur que le truc s'éclate en 1000 morceaux, mais parce que souvent sur la salle de réception, en fait, les gens n'ont pas prévu de vase pour le bouquet de mariée, or on va pas le garder toute la journée comme ça à la main. Donc ça, c'est le petit, voilà, c'est ma petite parade face à ça, en me disant, bah, ce vase-là, même s'il est oublié après, c'est pas très grave. Il n'y a pas besoin de le prévoir, c'est livré avec le bouquet et ça permet vraiment de pouvoir garder dans un petit coin le bouquet sans qu'il s'abîme trop et de pouvoir ensuite bien l'hydrater tout au long de la journée. Et ensuite, bah, c'est essayer de bien sécher les tiges, le suspendre à l'envers parce que forcément, à ce moment-là, pareil, les fleurs, elles vont avoir une première période de manque d'eau et une fleur qui manque d'eau, en fait, elle va avoir tendance à avoir la tige qui se ramollit et la tête de la fleur qui tombe vers le bas. Donc, en les mettant vraiment à l'envers, ce qui se passe, c'est que certes, elle va se déshydrater, mais par la force, par la gravité, la fleur restera droite en endroit ventilé. Après, ça dépend aussi, bien sûr, de la variété des fleurs, mais j'ai envie de dire, même si toutes vos fleurs ne sèchent pas joliment, à partir du moment où c'est sec, la seule différence, c'est qu'il y en a, bah, ça va devenir marron. Bah, tant pis, c'est pas très très grave. Et pour celles qui vont rester, je me dis, voilà, ça fera toujours ça comme souvenir, même si l'ensemble du bouquet n'est pas incroyable, si c'est une manière déjà de garder. Après, ce que vous pouvez faire aussi, et moi, c'est une idée que j'avais eue pour mes mariés à moi, je trouvais que ça pouvait être un petit clin d'œil, je pense d'ailleurs l'adapter, c'est de couper en fait quelques fleurs uniquement du bouquet de mariée et vous le mettez voilà dans du journal vraiment à sécher mais presque en presse dans un dictionnaire comme on faisait toutes, je pense, quand on était Avant, petite quand on fille avait des avec dictionnaires, oui, tout à c'est fait. ça, quand on avait des dictionnaires, des bottins, Des bottins, des ouais, pages clairement. jaunes. On va faire des gros livres, n'importe, quel qu'il soit. Voilà, une imprimante, je ne sais pas, quelque chose de lourd. Mais voilà, vous pouvez aussi faire sécher ne serait-ce que quelques tiges en fait de votre bouquet et vous faire pourquoi pas un cadre. Ça peut être aussi, je trouve, une jolie idée pour garder un souvenir du bouquet de mariée. Et question à 1 €, est-ce que la méthode est la même avec des fleurs fraîches qu'avec des fleurs séchées? Avec des fleurs séchées, ça vous n'avez pas le problème. Vous garderez pas des teintes aussi peut-être aussi marquées petit à petit. Généralement, les fleurs séchées ont tendance un peu à se décolorer. Vous pouvez mettre de la laque aussi, de la laque à cheveux dessus pour éviter que ça s'éparpille, ça se disperse. Et mon conseil, voilà, c'est de le mettre dans une boîte. Par contre, vraiment, le côté, si vous voulez vraiment le garder longtemps, mettez-le à l'abri de la lumière dans une boîte, à la limite une boîte souvenir. Et ça évitera et que ça se décolore et que ça prenne la poussière parce qu'à nettoyer, c'est vraiment vite, la galère. Ah, super. Et toi, Merci. tu préfères travailler les fleurs séchées ou les fleurs fraîches? Ah, moi, j'ai quand même encore une préférence pour la fleur fraîche. J'aime bien faire des mix. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais ce que j'aime bien travailler aussi dans les fleurs, c'est les différences de texture. Et ça, malheureusement, dans le sec, on le retrouve pas. Par contre, faire une base fraîche avec des éléments secs, ça, c'est quelque chose qui me plaît généralement, qui me plaît beaucoup. Après, si je travaille la fleur séchée, je vais plus à travailler vraiment avec des choses dans un esprit très naturel, très plus comme des graminées, des choses comme ça, où là, les mettre en masse,
Ça peut être vraiment joli et créer un décor comme ça, comme si on était dans un champ fin de l'été, début d'automne, où tout est un peu asséché. Et ça peut être assez chouette. Mais sinon, généralement, je préfère quand même les marier avec des fleurs fraîches parce qu'on a des différences de texture, on a des différences de teintes. Et voilà, ça reste quand même mon coup de cœur. La fleur fraîche reste la reine. À ton avis, les prochaines tendances, genre 2021, 2022, 2023, qui sait, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Moi, je pense qu'on va être énormément dans le minimalisme. Je pense que le minimalisme va prendre beaucoup de place. C'est-à-dire que, attention, minimaliste ne veut pas dire moins cher. Ça, c'est vraiment une fausse idée, vraiment à déminer tout de suite. Minimalisme, ça veut juste dire qu'on va prendre des choses très belles. On va pas en prendre des tonnes. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne, pour le coup, assez claire. Et ça peut être, par exemple, des compositions avec qu'une seule variété de fleurs, mais déclinées sur des camailleux, etc. Et quelque chose d'assez graphique. Ça peut être des matières très brutes, ça peut être du béton, ça peut être des grosses pièces de bois, des formes, voilà, on va pas dans la fioriture, mais on va dans l'essentiel. Il y a un côté, voilà, très japonais presque au minimalisme, mais ça veut dire avoir des belles matières, ça veut dire avoir des belles fleurs, parce que si vous en mettez qu'une, voilà, il faut qu'elle soit vraiment canon. Donc, ça veut pas dire moins cher, mais ça veut dire vraiment réduire à l'essentiel les idées qu'on va avoir, et par contre les travailler, ce qui demande un travail encore plus maîtrisé finalement, parce que ce sera pas noyé dans plein de choses différentes. Donc je pense que ça, voilà, ça ce sera vraiment les nouvelles tendances, et quelque chose d'un peu plus graphique, je pense, que ce qu'on a vu jusque-là. Je pense que le design aura aussi énormément de place dans cette future tendance, c'est-à-dire que on fera pas que regarder peut-être voilà sur Pinterest comme on pouvait faire sur du mariage champêtre, etc. Ou sur là, on sera vraiment sur des choses, je pense, un petit peu plus architecturales, et les inspirations seront aussi un peu plus architecturales selon moi. Donc, mais je pense que voilà, niveau créatif, ça va être chouette. Ça pourra donner des choses assez intéressantes. L'inspiration est partout. C'est ça, et vraiment, oui, l'inspiration est partout, et ça c'est ce que j'adore, c'est que moi sur mon Pinterest, il y a autant de l'architecture, des trucs, mais des fois les gens verraient ça, ils se disent, mais à quoi ça lui sert? Mais oui, mais à ce moment-là, moi j'ai vu une ligne qui m'a plu, ou un mélange de couleurs, ou alors des volumes, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Je pense que c'est voilà, en s'inspirant de plein de choses différentes, et ça, pour ça, j'ai eu la chance d'avoir une super maître d'apprentissage, assez sévère, hein, mais quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, là, ça va être du lourd. Et elle me disait, inspirez-vous partout, dans la mode, quand vous vous baladez dans la rue, enfin, voilà, c'était pas du tout genre, regardez ce que fait la dernière collection Interflora, même en boutique, voilà, non, l'inspiration, elle est partout, elle est dans l'architecture, dans la mode, dans des vitrines, dans du cinéma, et ça, nourrissez-vous-en, parce que ce sera ça votre base. Bon, j'avais 19 ans, ça m'a mis un peu la pression, je me suis dit, ça va loin, mais ça m'intéressait, c'était ça que je voulais faire. Moi, c'était pas juste faire des bouquets, ça, c'était moins mon truc. C'était plus, voilà, imaginer comment imaginer à travers ce que j'ai vu et le retranscrire en fleurs. Ouais, c'est la base de tout artiste, je crois aussi, hein. Ça fonctionne pour les musiciens, ça fonctionne pour les réalisateurs et les scénaristes. Exactement. De dire que, oui, comme dit Amandine, c'est que l'inspiration est partout. Et encore une fois, pour le coup, je sais pas si on l'a déjà dit, mais on va le rappeler, que vous êtes des artistes floraux. Donc ça revient sur cette notion d'artistique, en fait. Exactement. Et c'est vraiment le but. Voilà, moi, j'ai commencé ma formation de fleuriste pour faire ça. Et c'était très clair dans ma tête depuis le départ. Voilà, quand on m'a proposé de reprendre le magasin au moment où, voilà, où ça devait se faire, il y a une espèce de cycle logique. J'ai beaucoup hésité parce que c'était dans le 16e à Paris. Enfin, voilà, c'était quelque chose de très installé. Mais à la fois, j'ai vite senti que c'était pas pour moi, que ce modèle-là de pratique n'était pas pour moi dans le long terme, et j'allais m'endormir dans cette configuration-là. Donc non, voilà, je pense qu'on est vraiment des artistes floraux, mais tout comme les musiciens, tout comme plein d'autres métiers, Créatif.
voilà, mais comme beaucoup d'artisans en fait aussi, c'est vrai qu'on a tendance à vraiment éloigner artisan, artiste, mais je pense que pas tant que ça. Enfin, on peut être créatif dans plein de domaines, c'est juste plus ou moins visible, mais la créativité, elle est présente dans tous les domaines où on fait quelque chose. Si j'ai qu'un seul conseil, c'est écoutez enfin, il y en a deux en un en fait, mais écoutez écoutez votre instinct quand vous choisissez votre prestataire. Mais par contre, après, laissez-le faire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a rien de pire pour un prestataire de sentir que le client est là à chaque étape, que voilà, qu'à chaque nous, on a une vision assez claire d'où on veut en venir généralement, et on a aussi l'expérience qui nous permet d'avoir cette vision claire. Et je pense que si on choisit quelqu'un, alors ça ne veut pas dire justement vraiment pas prendre la première personne venue, peut-être prendre le temps de discuter avec plusieurs prestataires, pourquoi pas, vraiment un prestataire qui soit choisi et non pas subi, ou parce que voilà, il y avait un annuaire, voilà, on a eu plusieurs devis, un tel était moins cher. Non, il faut vraiment que vous ayez confiance dans la personne autant que dans le travail. Mais par contre, après, lâchez les rênes. Lâchez les rênes et vous aurez un résultat qui sera forcément 1000 fois mieux que si vous étiez derrière. Et à partir du moment où le brief initial, il est bien compris, que vous sentez que le prestataire, il a bien saisi ce que vous voulez. Et ça, je pense que rares sont, enfin moi en tout cas, c'est pas juste un devis que j'envoie vraiment une proposition où il y a des exemples, où il y a, voilà, c'est visuel. Je veux être sûre à ce moment-là qu'on est sur la même longueur d'onde et que le projet, il est bien compris. Mais après ce moment-là, laissez-vous porter. Laissez-vous porter, vous aurez 1000 choses à gérer en plus pour votre mariage de manière générale. Avec ou sans wedding planner, je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses à gérer pour prendre un peu finalement la place des prestataires dans la charge mentale. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire, on a l'habitude, on sait ce qu'on fait généralement et on est rarement déçu quand on laisse. Moi, mon plus beau souvenir de mariage, c'était un couple qui était vraiment juste adorable. Et il se mariait pas en région parisienne, donc j'étais allée carrément dormir là-bas dans une chambre. Cette fois-ci, j'avais pas de matelas. J'avais une chambre prévue, etc. Et j'étais même avec les invités. Enfin, c'était assez dingue. Et c'est pour moi le mariage qui m'a le plus marqué parce que c'est celui dont j'étais le plus satisfaite. Et voilà, les mariés m'avaient dit oui, voilà, bon, peut-être quelque chose un peu pastel, etc. Je dis mais en fait, on te fait confiance, on aime ce que tu fais, on sait que ce sera bien, donc amuse-toi. Oh là là, le Graal. Amuse-toi. C'est parti. Et vraiment, je me suis amusée. Et c'est la première fois où la mariée est entrée dans la salle et on a pleuré. Mais voilà, parce que moi, j'avais pris plaisir, moi, j'avais pu avoir les mains totalement libres, je sentais que ces gens-là avaient toute confiance en moi, donc forcément, en plus, ça donne envie de se dépasser. Oui. Voilà, bon, ils m'ont pas donné de trucs, faut que je leur prouve et que je leur montre qu'ils ont eu raison. Et c'était une expérience extraordinaire de manière florale et humaine. Enfin, c'était vraiment le duo parfait. Donc, je me suis amusée et ils ont adoré. C'est trop bien. Parce que quand on est bridé ou voilà, c'est plus compliqué parce que nous on se freine en fait, on se retient. Exactement, on se dit toujours est-ce que ça va passer, est-ce que c'est ça, et en fait l'instinct est hyper important. Enfin, il y a des choses on ne sait pas pourquoi, on va pas les expliquer de manière forcément rationnelle avec des mots et poser des mots dessus, mais on sait, on le sent. Et de toute façon la création ça passe pas beaucoup par le mental. Ça passe par des voies un peu non palpables. Et donc, remettre du rationnel là-dessus, c'est déjà couper le processus de la création. Donc, voilà. C'est trop mignon parce que tu fais énormément de liens avec le podcast qu'on a fait il y a quelques temps sur justement par où commencer l'orga de son mariage, et on avait justement listé les prestataires et le mot d'ordre notamment de notre ligne de conduite sur ce podcast-là, c'était justement le feeling et de dire de ne pas forcément choisir par défaut que ok le prix ok, mais c'est vraiment la ligne conductrice de chaque prestat et le feeling que vous allez ressentir à travailler avec eux en fait. Et voilà, sans en avoir parlé, c'est trop bien que tu remettes l'accent là-dessus.
Alors, on a bientôt terminé. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes prochaines actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois? Instant promo. C'est parti, Alice. Ah, à l'instant promo. Bah, donc, on va être sur pas mal de mariages, de choses comme ça. Après, là, c'est d'un point de vue un petit peu plus, c'est pas des prestations forcément, mais moi, ce que j'aurais à cœur, c'est de créer, en fait, de faire un shooting par an un peu fou. Voilà, un peu le truc un peu créatif, un peu pas forcément vendable, mais Quelque chose de décalé qu'on ne pourrait inspirant. pas forcément reproduire en mariage. Oui. Exactement, mais justement pour donner un peu d'inspiration. Donc ça, je suis en train de réfléchir à ça et y compris développer un peu des nouvelles structures pour fleurir et pour donner un peu plus de corps, en fait, de pouvoir proposer vraiment l'assemblage des deux et mettre des fleurs dans des endroits encore plus fous. Donc voilà, c'est ça. Mes prochaines actus, ce sera vraiment ça et il y a du pain sur la planche, mais c'est chouette. C'est des trucs qui me tiennent à cœur. Mais tu as dit des mots-clés justement là-dedans, c'est que c'est pas forcément dans l'objectif d'être produit forcément, c'est en tout cas à la fois pour te faire plaisir parce que c'est ce que tu as en tête et que tu as envie de voir finalement, et aussi mais au sens très large du terme, hein, le on, puisse s'en servir d'inspiration justement. Pour Exactement, créer justement cette exactement. notion d'inspiration. Bah oui, parce que si personne ne fait des choses pas vendables d'abord, on ne les vendra jamais après. Enfin, il y a des moments de prise de risque. Il y a des moments, si on veut pouvoir passer un peu des caps, faut accepter. Et puis c'est aussi comme ça que nous on se nourrit, parce que si on fait toujours la même chose, il y a un moment, c'est pareil. On s'endort, on tombe dans la facilité, et le but c'est de toujours voir un peu plus loin et un peu plus haut. Voilà. C'est exactement la phrase que j'ai dit à Amandine quand on s'est fait notre Zoom la semaine dernière, je crois, ou il y a 10 jours. Ouais. J'ai dit, j'en ai marre de voir toujours la même chose. En ce moment, je voudrais quelque chose de nouveau. Mais de complètement différent. Mais quelque chose de complètement différent, pas forcément quelque chose que tu dois recopier, mais qui te donne de l'inspiration et quelque chose de nouveau, quoi. Différent, de complètement Ouais, différent. bien sûr. Bien sûr. Non, mais je pense que là, on est à un tournant. Moi, je commence à avoir de plus en plus de choses un peu différentes, un peu, alors pas forcément justement dans la partie mariage, et c'est ce que j'aime aussi dans le fait de faire les deux, en fait, faire à la fois des choses qui n'ont rien à voir avec le mariage et du mariage pur et dur, parce que ça me permet de faire c'est de faire cohabiter et de se faire rencontrer des inspirations des deux mondes, et ça c'est toujours assez plaisant, et dans l'architecture, dans les choses, des formes un peu folles, il y a vraiment des choses à faire et encore à créer, même si je comprends que pour un mariage, on n'a pas forcément envie d'être sur un truc méga futuriste, mais c'est comme, je pense, voilà, c'est comme les défilés de mode. Bien sûr, vous porterez jamais la robe complètement bizarre, mais sans le savoir, vous allez quand même reprendre pas mal d'éléments dans vos collection de prêt-à-porter, et je trouve que c'est intéressant justement de faire ça, de partir dans des choses un peu folles pour ouvrir plus les horizons. Donc ça sera chouette, ça sera vraiment chouette. Ah, c'est hyper inspirant, merci beaucoup. De manière générale, merci Alice de ton temps, de tes conseils, de tes tips, de tes inspirations, en fait, de manière c'est très inspirant, et vraiment on se de ta bonne humeur aussi. Écoutez, avec plaisir. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous et de parler d'une chose qui m'anime aussi. C'est facile pour moi. Quand on aime son métier, généralement, c'est facile d'en parler. Ouais, ça se voit, ça se ressent. D'ailleurs, pour tous ceux qui écoutaient et qui ne suivaient pas encore Alice, alors que vraiment, là, au bout de ce podcast, je pense que c'est OK pour vous maintenant. Direction les réseaux, direction l'Atelier Nomade. On va vous mettre évidemment le lien de son compte un petit peu partout. Et donc, n'hésitez pas à potentiellement lui poser des questions, mais surtout à la contacter et réaliser ensemble vos décorations, vos idées de décoration au sens large. Je parle mariage parce que nous, on est concernés par ça aujourd'hui, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que tu ne fais pas que ça et que c'est important pour toi de t'ouvrir à plein d'événements privés et publics pour que justement les gens puissent te contacter aussi par rapport à ça s'ils le souhaitent.
Exactement. Et avec grand plaisir. Et je réponds généralement beaucoup aux questions. Voilà, j'essaye de pas. On n'est pas que sur un échange forcément business. J'aime beaucoup parler de mon métier. Si vous avez des questions sur le métier, sur je sais pas, sur plein de choses, n'hésitez pas, même sur Instagram en DM. Je prends quasiment toujours le temps d'y répondre et sinon vous me relancez. C'est pas du snobisme, donc si j'ai pas répondu, c'est que j'étais sous l'eau. Mais t'es un peu occupée. Je reviendrai vers vous, c'est sûr. Voilà. Bon, pas en juillet. Juillet, laissez tomber. C'est ça, vous avez compris. Juillet, vous attendez. Ouais, juillet 2021, on va oublier, mais non, mais voilà. Même si je réponds pas tout de suite, vous n'hésitez pas à me relancer. Des fois, ça. Je dis, ah bah oui, non, mince, faut que je réponde. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, c'était cool. Merci Alice. C'était super d'être avec vous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très, très belle saison aussi et un très beau mariage à tous nos mariés 2021. Que la force soit avec vous. Ça a été long. Mais on y croit et on va y arriver. Et vous allez vous marier. Ça repart. Et on sera là avec eux. Exactement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à d'autres futurs mariés. Pour avoir d'autres conseils sur l'organisation de votre mariage, abonnez-vous au podcast ou suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, La Mondaine Co, Facebook ou Instagram. À dans 15 jours pour des nouveaux conseils. Bientôt!